J'ai été renvoyé du lycée à cause de Brian Jones, donc je suis très fier. Voilà, je suis Jean Gabin, je suis dans Backstage. Dis donc, môme. Ça tient en deux mots, c'est un documentaire sur le rock. Donc ça devient un documentaire par opposition à tout ce qu'on peut voir à la télévision, sur nos amis les bêtes, sur les routiers, sur les gendarmes. Bah là, c'est un documentaire sur les rockers, c'est un documentaire, voilà. Oui, Brian Jones, c'est un peu le grand oublié de l'histoire du rock, hein. Voilà, il fait partie de ces personnages qui a été aspiré trop vite par les événements, qui n'a pas réussi à maintenir le cap, et qui est tombé dans beaucoup de pièges. Et en même temps, faut le comprendre, ses aventures avec les Rolling Stones commencent en 1962, et il n'y a pas de manuel. Comment se conduire, comment se comporter, quoi faire, quand le succès arrive surtout, parce que c'est le succès qui est le plus dur à gérer. Tant que les Rolling Stones, c'est un petit groupe dans une camionnette qui va de l'Écosse à Brighton et qui remonte et qui repart et qui fait des petits concerts, tout va bien, il y a une très bonne ambiance, et ils mènent des petits combats, ils veulent être le meilleur groupe. L'idée du groupe, c'est Brian Jones qui l'a eu, hein. Il veut faire un groupe de blues moderne. Brian Jones, c'est un visionnaire, on peut le dire. Il a une vision, il pense que le blues pourrait passer à la radio. Et donc eux, ils arrivent et disent, nous on va jouer du blues, comme à Chicago, mais on est à Londres. Enfin, eh ben oui. Et ça va marcher. Et Brian Jones, c'est un apôtre du blues. Il fait tout. Il manage le groupe, il trouve les concerts, il trouve le nom du groupe. Un jour où il appelle la BBC, le type est touché par ce jeune homme qui lui explique que le rhythm and blues, c'est formidable. Et à la fin, il dit, quel est le nom de votre groupe? Et Brian Jones, il prend le best-of Muddy Waters et il voit Rolling Stone Blues. Il dit, on est les Rolling Stones. Bon. Et ça part. C'est parti comme ça. Il n'a pas su gérer. Et Eddie Barclay, qui était président des disques Barclay, qui avait vu beaucoup d'artistes passer chez lui, parce qu'il avait signé Jimi Hendrix et les Sex Pistols, il m'a dit, il y en a qui ne sont pas faits pour le bonheur. Et je crois que Brian Jones, il tombe exactement dans cette définition. Parce qu'en fait, tout va bien. Son groupe, ça devient un groupe énorme. Toutes les filles se jettent sur eux. Bientôt, ils sortent avec les plus belles filles d'Europe. Anita Pallenberg, Marianne Faithfull. Enfin, il y a aussi Zouzou la twisteuse, la parisienne. Il y a Amanda Lear, qui est dans la boucle, qui va sortir avec Brian pendant quelques mois. Ça lui vaudra une chanson, Miss Amanda Jones. Et puis à un moment... comment on doit se comporter quand on a terrassé l'Olympia et que le lendemain on se lève, on est un peu hagard. Brian, il tombe dans l'alcool. Et ça va être son problème, c'est l'alcoolisme. Ouais, j'ai été rédacteur en chef d'un magazine de rock. Et on disait souvent, il n'y a pas une mauvaise photo de Brian Jones de 62 à 67, ça n'existe pas. Il est bien sur toutes les photos, il est sublime, il a des foulards, des chapeaux, des bagues. Il ramène ça du Maroc, d'Italie, il a les boots Chelsea rouges, enfin il y a des trucs, on est admiratif. Et puis il est créatif, il met un col roulé, il met une chemise par-dessus, personne n'avait jamais fait ça. Moi j'essaye au lycée de Châlons. Le surveillant général me voit, il m'appelle, on va chez le proviseur, il me renvoie chez moi. Je suis viré du lycée 2 jours. Allez mettre votre chemise sous votre pull, monsieur, madame. Je me dis, oh, putain, les Stones, c'est pas de la rébellion en pacotille. J'ai été renvoyé du lycée à cause de Brian Jones, donc je suis très fier. Voilà, tout de suite, je prends la mesure du truc. Ils sont pas venus pour rien, ils sont venus pour changer le monde. Et ils ont tous leurs fans qui sont d'accord à l'époque. C'est ça qui est absolument formidable. On n'a pas besoin de réseaux sociaux, hein. On est en réseau, tous les fans des Stones, ils sont en réseau, on se comprend, on se connaît, on se connecte, on suit les Stones, on se balade dans le lycée avec nos disques des Stones sous le bras, enfin, on est totalement stonien. Et Bill, et Charlie, et Ronnie, tout le monde, plusieurs fois, jamais. C'est moi qui remettais le sujet sur la conversation, sur le tapis. À chaque fois, je disais, mais alors, et Brian Jones? Les Stones, ils étaient très gentils de ne pas me faire virer par leur sécurité. Ils étaient là. Oh, pour eux, parler de Brian Jones. Enfin, moi, Keith Richards, il m'a expliqué la traîtrise de Brian Jones, quand même. C'est-à-dire, il y a eu la tournée américaine de 65, ouais, je crois 65 ou 66. Et Brian Jones, il est de plus en plus
détaché, il aime pas Satisfaction, il trouve que c'est garage, c'est plus blues comme lui, il aime le vrai blues. Et puis un moment, il y a un embouteillage à Detroit, les Stones sont coincés dans une voiture, une limousine, et Brian Jones, il dit, moi je me casse, j'arrête. Il se lève, il se sort de la voiture, et il part à pied. Et les Stones ne le revoient pas pour le reste de la tournée. Et Keith Richards m'a dit, moi j'ai fait les 2 guitares. Tous les soirs, j'étais là tout seul à faire sa partie de guitare et la mienne. T'appelles ça un mec bien, toi? Il était toujours pas con, il était toujours furax. Et il m'a dit, les Français, vous aimez trop Brian Jones. C'est incroyable. Ce type était devenu un poids mort à la fin, quoi. On le traînait parce que les Rolling Stones, c'est des rebelles, c'est des voyous, ou c'est des fils de Bourges qui jouent aux voyous, mais quoi qu'ils fassent, ils sont comme ça. Mais ils respectent un seul truc, la musique. Et s'il y en a un qui est plus capable de jouer, ça devient problématique. Et Brian Jones, il n'a pas respecté son talent. C'était le multi-instrumentiste de génie. Un jour, il arrive en studio à Hollywood, il commence à enregistrer Aftermath, ils font un rock, Et puis Brian Jones, il voit dans un coin du studio, il y a des xylophones et des marimbas. Et les gens disent, oui, avant vous, il y avait un groupe de Mexicains qui faisait un disque de musique mexicaine. Et Brian Jones va apprendre à jouer les marimbas en 10 minutes. Et il va mettre les marimbas dans Under My Thumb. Et il amène un swing chelou, un truc incroyable, mexicain. Tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce groupe de rock mexicain? C'est les Rolling Stones. Et c'est carrément le morceau. Est-ce qu'on en parlerait aujourd'hui? Je ne crois pas. Mais à cause de Brian Jones, il apporte le truc, quoi. Il a des idées comme ça, brillantes. Mais petit à petit, il va se détacher de la musique. Et à un moment, le couperet tombe. Et donc, Keith Richards, Mick Jagger, accompagnés de Charlie Watts, vont voir Brian Jones dans sa maison à Coachford Farm. Et il rentre et Mick dit, je crois que j'ai pas une très bonne nouvelle, Brian. Et Keith Richards lui dit, non, mon pote, t'es viré. Brian pleure. Charlie Watts lui dit, c'est plus possible. On doit partir en tournée américaine. On est ruiné. On n'a pas fait de tournée depuis 3 ans. Il faut y aller, il faut le faire. Brian, il peut pas avoir de visa. Il a été 5 fois au tribunal pour drogue. Donc, les trucs se sont empilés. Le consulat américain dit, ah non, ça rentre pas chez nous. Donc, c'est devenu... Et puis, en studio, pour enregistrer Beggar's Banquet, il y a cette scène terrible filmée par Jean-Luc Godard, où Brian est là avec une guitare hagard et dit à Mick, qu'est-ce que je peux faire? Et Jagger lui dit, mais je sais pas moi, Brian, ce que tu peux faire. Explique-moi, qu'est-ce que tu veux faire? Et l'autre n'est même pas capable de répondre, il est hagard. C'est horrible à voir. Et ça, c'est un truc qui va arriver. Ça va arriver souvent. Jimi Hendrix, Jim Morrison, Janis Joplin, Amy Winehouse, Kurt Cobain, c'est des gens qui n'ont pas réussi à gérer le bonheur, à gérer les millions, à gérer l'adulation de la moitié de la planète, à gérer le succès. C'est difficile à gérer le succès. Bon, déjà, il faut dire un truc, le rock'n'roll n'aurait pas existé sans le cinéma. Tout commence avec Bill Haley. Et s'il n'y avait pas eu le fameux film Blackboard Jungle, Graines de violence en français, il n'y aurait pas eu Bill Haley, il n'y aurait pas eu Rock Around the Clock, il n'y aurait pas eu ce 45 tours incroyable qui se vend à 22 millions d'exemplaires autour du monde, qui va faire que Bill Haley va tourner pendant 4 ans, en jouant tous les soirs Rock Around the Clock, détruisent l'Olympia, 237 fauteuils cassés, c'est la folie rock'n'roll, c'est une génération attendait ça, et ça commence à cause d'un film. C'est parce que le 45 tours était sorti, il ne s'était rien passé, tout le monde considérait que c'était foutu, et le producteur du disque s'est dit foutu pour foutu, il a pris les 300 disques qu'il avait dans son bureau, il les a envoyés à toutes les boîtes de production de Hollywood, en disant voilà, si vous avez besoin d'une chanson, et c'est là où Richard Brooks dit mais moi ça m'irait très bien pour le générique de Graines de violence. Voilà, c'est donc à cause du cinéma qu'il y a eu le rock, puisque après toutes les maisons de disques ont dit oh là là, 22 millions, moi je vais signer un groupe de rock, on sait jamais, voire 2, et puis c'est parti comme ça, voilà, Elvis, tous les pionniers, Jerry Lewis, Little Richard, etc. Puis en 60, ça c'est en 54, en 60 il y a les Beatles, et les Beatles, à cause de quoi ils explosent? À cause de leur fameux film Hard Day's Night, enfin réalisé par Richard Lester. Les Beatles, ils peuvent pas aller dans tous les pays, mais le film, lui, il y va.
et ils préparent le terrain pour quand ils vont venir en personne. Donc le cinéma et le rock, ils sont mêlés intimement. Après, il y a un film rock que moi j'adore parce que c'est un film des années 50. Il n'y a pas Elvis, mais il y a tous les autres. Ils sont tous là et ça s'appelle La Blonde et moi, un film de Frank Tashlin qui doit dater de 1957, je pense, comme ça, au souvenir. Ça, La Blonde et moi, c'en est un, quoi. Voilà. Après, moi, le premier film rock où je suis retourné plusieurs fois le voir, je crois 4 fois en 15 jours, c'est Woodstock. Woodstock, alors là, là on tombe par terre, quoi, parce que c'est le triomphe de la volonté des hippies, quoi. On est là, on est dans la boue, on n'a rien à manger, il tombe des hallebardes, mais on reste parce qu'il va y avoir les Who, va y avoir Jimi Hendrix, va y avoir Janis Joplin, et ils sont là, et d'un seul coup, c'est Sly Stone qui déboule dans la nuit, et qui invente le funk, et il y a 500 000 hippies en fusion. Bon, ben ça, c'est un rêve. Oui, peut-être que le plus grand film rock de tous les temps, ça reste Performance, parce que ça parle de Brian Jones. Enfin, moi, Marianne Faithfull m'a toujours dit, Mick Jagger a observé Brian Jones, il le connaissait par cœur, et quand il a fallu faire Performance, il s'est mis dans la peau d'un Brian Jones retiré, vivant avec 2 filles, fumant de la drogue, prenant de l'opium, trafiquant des synthétiseurs la nuit. Il joue avec des là, et donc il fait un très crédible, une rockstar absolue, qui est très très inspirée par Brian Jones, d'après les gens qui les ont fréquentés.